La double direction de Yann Blanc à Genève et Christian Michel à Lausanne, et son sujet de thèse est dédié à la représentation et à l'interprétation de l'Iliade d'Homère dans la peinture française et anglaise au XVIIIe siècle. Bonjour, alors merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'Iliade, je vais revenir à des préoccupations qui sont un peu antérieures, qui relèvent en fait de mon mémoire de master mené à Genève. Et ce mémoire portait sur la politique artistique du comte d'Angivillers en matière de peinture d'histoire uniquement, et uniquement sur les années entre 1777 et 1787. Alors, le 22 août 1774, Louis XVI nomme Charles-Claude Flahault de la Billarderie, comte d'Angivillers, au poste de directeur général des bâtiments du roi. Peu après, le comte décide de commander tous les 2 ans une dizaine de tableaux illustrant des sujets d'histoire ancienne aux peintres de l'Académie. Par cette initiative, il cherche en fait à remédier au manque d'acheteurs particuliers qui ne s'intéressent plus à la grande peinture depuis plusieurs décennies, et je renvoie ici aux plaintes de La Font-Saint-Yenne publiées en 1747. Dans son action, d'Angivillers est secondé par Jean-Baptiste Marie-Pierre, premier peintre du roi, directeur de l'Académie et chargé du détail des arts depuis sa nomination en 1770. Les toiles ordonnées par la nouvelle direction des bâtiments sont pour le roi. En réalité, le roi, ou plutôt l'institution royale, ne fait que payer les œuvres car elles sont destinées à être exposées dans la grande galerie du Louvre, aussi appelée le Muséum. Et ce muséum est un des grands chantiers menés par d'Angivillers. Donc ces toiles commandées, elles ont une vocation foncièrement publique. Ce qui est un cas sans antécédent du mécénat royal, puisqu'on ne peint plus uniquement pour les maisons du roi, mais aussi pour un espace d'exposition permanent et public. La dimension morale de ces tableaux est bien connue, bien étudiée depuis longtemps, mais leur processus de commande n'a, à ce jour et à ma connaissance, jamais fait l'objet d'une analyse détaillée. Or, il me semble qu'il est particulièrement intéressant parce que ce processus de commande va cristalliser des enjeux et des tensions qui sont très singuliers, qui sont liés notamment à la destination de ces toiles. Donc jusque-là, les commandes d'œuvres dévolues aux demeures royales, comme celle que l'on vient de voir, consistaient à attribuer des sujets plus ou moins déterminés à des artistes, ou des thèmes déterminés, des directions thématiques. Dans un premier temps, Pierre et d'Angivillers vont reprendre cette pratique pour les commandes du Louvre, mais ils ne vont pas hésiter à la mettre en cause. En moins de 10 ans, en fait, on assiste à un retournement complet du processus de commande. Au lieu de recevoir des sujets fixés à l'avance, les artistes vont gagner en autonomie jusqu'à être complètement libres dans le choix des sujets à peindre pour la galerie. C'est ce changement fondamental que je souhaite analyser aujourd'hui afin de montrer comment et que les artistes prennent petit à petit une part prépondérante dans l'élaboration même du muséum. Donc pour cela, ma communication va s'articuler en 2 parties. Je vais commencer par présenter l'évolution du processus de commande de manière chronologique, ce qui va me permettre, j'espère, de montrer que le remaniement s'est fait progressivement, et puis aussi qu'il a entraîné des désaccords entre le directeur général et le premier peintre. Et une fois que les artistes se voient maîtres de dessiner de leur sujet, donc dans un deuxième temps, je voudrais interroger d'une part le nouveau rôle des 2 hommes, donc du directeur général et du premier peintre dans les commandes royales, et d'autre part les contraintes qui continuent de peser toutefois sur les artistes dans l'élaboration de leurs toiles. Donc les premières commandes sont exposées au salon de 1777 et de 1779. Comme le veut l'usage, le comte d'Angivillers demande à Pierre de déterminer les sujets pour les peintres. Il lui écrit « Occupez-vous du choix des tableaux pour le roi ». Et de fait, Pierre va choisir les sujets, les dimensions des toiles et la taille des figures. Toutes ces informations apparaissent dans les listes remises par Pierre à d'Angivillers. Les listes pour le salon de 1777 et pour le salon de 1779 sont organisées de la même façon. Donc c'est celle que je vous montre ici. Elle présente des sujets pour lesquels
des dimensions sont fixées, donc c'est ce que j'ai souligné en rouge, et ces dimensions sont fixées à 10 pieds carrés ou 10 pieds de haut sur 8 pieds de large. Et elles indiquent également que les figures doivent faire 5 pieds et demi. Les noms des artistes sont inscrits en marge des informations, et donc on est certain, par le recoupement de ces informations, que pour les salons de 1777 et de 1779, les sujets des tableaux étaient choisis dans un premier temps et que l'attribution des thèmes aux artistes se faisait dans un second temps. C'est grâce à ce procédé que Pierre put penser les 8 premières toiles comme une série des traits de vertu, et on sait que ces commandes faisaient, donc cet ensemble de premières commandes sont le fruit d'une certaine autorité. En fait, il semblerait que ce soit systématiquement Pierre qui choisisse le thème, puisque ce thème doit correspondre à une qualité morale. En effet, lorsque le premier peintre attribue un Cressinus devant l'édile à Lagrenet l'aîné, donc c'est le sujet qui est biffé, ce dernier va émettre des réticences, car Brenet, un concurrent ou un collaborateur, a déjà présenté ce sujet au salon précédent. Lagrenet propose alors au directeur général 2 autres thèmes. Le premier est « Les députés du Sénat viennent saluer le consul Quintus » et le deuxième, c'est « Régulus part de Rome ». D'Angivillers refuse les 2 sujets, et finalement, c'est Pierre qui va imposer à Lagrenet l'aîné de peindre un Fabricius refusant les présents de Pyrrhus, donc c'est le tableau que je vous montre en haut, tandis que le Cressinus, dont une première version avait déjà été peinte par Brenet, est à son tour attribué à Brenet en grand pour ce salon de 1777. Donc l'exposition de 1777 est globalement appréciée par la critique qui va saluer l'idée des commandes régulières pour le roi, entre guillemets. Parmi les auteurs critiques les plus aigris, on retrouve notamment l'auteur des Mémoires secrets. Ce dernier va écrire « Le salon de cette année se ressent déjà des soins du nouveau directeur pour son amélioration, pour le rendre moins indigne de la foule des curieux qui le remplissent sans relâche. Toutefois, le critique va soulever quelques problèmes posés par le système de commande, à commencer par la mauvaise répartition des sujets. Ainsi, il regrette que du rameau, ce soit où c'est décidé pour le moment le plus ingrat de l'action, celui où Bayard dote la jeune fille. Et quelques lignes plus loin, il continue. Un tel sujet aurait mieux convenu au pinceau suave et moelleux des 2 Lagrenet, qui, au contraire, ont eu à traiter des sujets à réserver pour le ton austère et sauvage de M. Durannou. Par ailleurs, la dimension édifiante des tableaux, qui est donc si chère à Pierre et d'Angivillers et qui veulent éduquer le spectateur, est un échec. En effet, un témoignage atteste que plusieurs artistes avaient si parfaitement oublié le point essentiel qui devait servir de base à leur tableau qu'ils ont fait mettre dans le livret le détail des sujets, mais sans titre. Par exemple, je prends ici l'exemple du premier tableau du livret du salon. Allais a bel et bien fait inscrire la description de sa toile qui représente la libéralité de Simon Laténia dans le livret, donc, que je vous montre, avec le petit encadré en bleu, mais il a complètement omis d'y ajouter le titre « Trait de désintéressement chez les Grecs » que j'ai souligné dans la proposition de Pierre. Donc, on ne retrouve pas le titre, mais on ne retrouve que la description du sujet. Et donc, suite à cet échec, le premier peintre va complètement abandonner l'idée de donner des titres moraux au tableau, bien qu'au salon suivant, donc celui de 1779, les sujets qu'il choisit continuent encore de contenir des exempla virtutis implicites. Si Pierre ne permet pas aux artistes de décider de leur sujet, une note à la fin de la proposition des sujets datée de 1778 mérite d'être relevée. Donc, la proposition destinée au second salon de la direction de d'Angivillers. Cette note dit « Les artistes ont demandé plus de largeur. Ces messieurs préfèrent plus d'étendue, ce qui est faute à leur accorder. En effet, les toiles du salon de 1777 sont forcément d'un format soit carré, soit vertical, qui est un format, donc 2 formats qui sont peu adéquats à la représentation de l'histoire, qui généralement préfère les compositions en largeur. Sur ce point, Pierre semble flexible, probablement parce qu'il est lui-même peintre d'histoire. Et dès lors, il est convenu que les plus grands tableaux du salon de 1779 pourront faire jusqu'à 13 pieds de large pour 10 de haut. Donc c'est l'information que je souligne dans le 2e document. Par ailleurs, il apparaît aussi que Pierre ne rejette pas complètement les sujets proposés par Lagrenet l'aîné.
En effet, toujours au salon de 1779, on retrouve le thème du départ de Régulus proposé par le peintre. Pourtant, il n'est pas attribué à Lagrenet, qui cette fois doit réaliser un Popilius envoyé en ambassade, mais à Nicolas Bernard l'Épicier, un tableau que je vous montre ici. En fait, à ce moment-là, un seul peintre est laissé libre de choisir son thème. Il s'agit de Jean-Baptiste Leprince. Leprince demande un sujet issu de l'histoire de France, en plus du thème qui a été déterminé pour lui, et il s'agit d'un Glycère et Posias. La proposition spécialement établie pour Renoux et Leprince montre que 3 sujets sont suggérés par Pierre à Leprince, parmi lesquels un Pierre Maillard tue Marcel est accepté par d'Angivillers. On voit qu'il y a une note qui est notée bon à côté. Toutefois, il semble que le peintre ne soit pas satisfait, puisqu'il suggère un autre sujet, reprenant cette fois un épisode de la vie du chevalier Bayard. La demande de l'artiste est soutenue par Pierre auprès du comte. Donc à la fin, c'est la deuxième page du document que je viens de vous montrer, et Pierre écrit « On pourrait donner à Monsieur le Prince le sujet de Bayard qu'il propose, j'insiste sur le qu'il propose, et dont il est si rempli que par les détails qu'il en a fait. » D'Angivillers accepte et distribue le sujet qu'il avait d'abord approuvé de Maillard et Marcel à Jean-Simon Barthélemy, qui va l'exposer au salon de 1783. Alors, le prince ne réalise finalement ni le thème antique, ni le thème de l'histoire de France qui lui sont attribués, puisqu'il meurt en 1781. Mais il est intéressant, à mon sens, de voir qu'il est le premier mentionné dans les sources consultées à proposer lui-même un sujet. Pourquoi le prince, qui n'a jamais peint de sujet historique et qui est en très mauvaise santé, il en témoigne lui-même dans sa correspondance avec les bâtiments, comme quoi il a de la peine à se lever, pourquoi ce prince va recevoir 2 commandes de grands tableaux, puisqu'il s'agit des plus grands formats commandés par Pierre et d'Angivillers, et peut-il lui-même choisir son thème ? Le nom de Le Prince, en plus, il n'apparaît pas dans la première proposition de Pierre à d'Angivillers, mais seulement dans la proposition spécialement faite à son nom. Donc il se pourrait que cette commande soit en fait un prétexte pour apporter une assistance financière à celui qui a travaillé donc pour Catherine II et Pierre le Grand en Russie et qui revient de son voyage à Paris. Probablement conscient que ces toiles ne seront jamais réalisées, puisque Pierre est tout à fait au courant de la santé très mauvaise de Le Prince, il a pu lui laisser le choix du sujet un peu par commodité. Pour les salons suivants, donc ceux de 1781 et de 1783, les sources indiquent un premier changement majeur. Le comte d'Angivillers permet aux directeurs de l'Académie de France à Rome, qui sont donc, par définition les plus hauts placés dans la hiérarchie académique après le directeur de l'Académie royale et le premier peintre, de choisir leur sujet. Le premier à bénéficier de cette faveur est Joseph-Marie Vien, qui est donc à la tête de l'institution romaine depuis 1775. Pour le salon de 1781 et de 1783, d'Angivillers va lui suggérer 2 thèmes tirés de l'Iliade. Le premier est le départ de Priam et le second, l'enlèvement de Briséis. Toutefois, il précise à Vien que s'il a une autre idée, il serait d'accord d'en discuter. En effet, le comte explique « Je sens qu'il est infiniment plus agréable pour un artiste de traiter des sujets de son choix. Il y met plus de chaleur et travaille avec plus de plaisir. » Probablement habitué par le procédé traditionnel, Vien ne saisit pas l'opportunité et s'attelle aux 2 sujets initialement proposés. Mais il va demander à fixer lui-même l'étendue des toiles. Or, en cela, Pierre va catégoriquement refuser ce à quoi il avait consenti 2 ans plus tôt, et il va rappeler à Vien les formats qui sont désormais accordés et imposés. Il lui écrit qu'il a toutefois le choix entre les 2 plus grandes dimensions. L'une est de 13 pieds de long sur 10 de haut, l'autre est de 10 pieds carrés. Je pense qu'il sera égal à monsieur le directeur général, à laquelle des 2 vous tiendrez, en observant néanmoins de faire de vos 2 tableaux de même grandeur, parce qu'ils sont destinés à faire pendant dans la galerie. Les figures du plan principal doivent avoir 5 pieds et demi, afin de ne pas faire trop de disparates avec celles des morceaux exécutés sur cette proposition. Il est donc évident que Pierre pense avant tout à l'effet visuel produit par l'accrochage de la galerie du Louvre, qui doit être homogène pour produire le plus d'effets possible.
En été 1782, le directeur de l'Académie de Rome a changé et c'est désormais Lagrené l'aîné qui est à sa tête. Cette fois encore, Dangivillers mise tout sur la stimulation que suscite la liberté du sujet. Alors que Lagrené va lui demander le thème qui lui est attribué pour le salon de 1783, le directeur général lui écrit « Je suis venu à penser ne pouvoir mieux faire que de vous laisser le choix de vos sujets, car je pense qu'un sujet choisi par vous-même vous plaira davantage et excitera davantage votre imagination. » Lagrené choisit alors de représenter les deux veuves d'un Indien qu'il présente au conte comme une allégorie du triomphe de l'amour conjugal. Le directeur général est enchanté et lui promet la commande de 2 autres toiles sans même avoir vu celle-ci. Ces 2 exemples, donc de Vien et de Lagrené à la tête de l'Académie de France à Rome, permettent de dresser un premier constat. D'abord, ce n'est pas le chargé du détail des arts ou le premier peintre qui distribue les sujets au directeur de l'Académie de France à Rome à ce moment-là, mais le directeur général des bâtiments lui-même. Or, la correspondance de celui-ci montre clairement sa pensée. L'imagination d'un artiste, libre de choisir son sujet, est exacerbée par rapport à celle d'un artiste limité par des contraintes. Mais le premier peintre, Pierre, ne partage pas systématiquement l'avis de son supérieur. En effet, il va affirmer dans un courrier à Dangivillers que le grand nombre a toujours préféré exécuter des sujets donnés. Tout artiste qui a du génie préfère une décision parce que lorsque l'on les laisse les mettre, il fait 20 esquisses de 20 sujets différents sans pouvoir se décider sur le choix, tandis qu'il fait 20 esquisses sur un sujet donné et qu'il est certain que le dernier de ces esquisses est la meilleure. Et il va citer pour preuve la toile de Durameau, qui est exposée au salon de 1783, comme étant la plus mauvaise, c'est le plus mauvais tableau, le plus mauvais tableau du dernier salon était un sujet choisi par l'artiste. Et en effet, il s'agit ici d'une esquisse du tableau, puisque le tableau final est perdu. On connaît par l'esquisse et par une gravure. J'avais une meilleure reproduction de l'esquisse, donc c'est ce que je vous montre ici. Et à part donc Vien et Lagrené que je viens de mentionner, Durameau est le seul peintre parisien, donc, qui n'est pas à Rome, à avoir changé son sujet. En fait, à la place de Ulysse aborde l'île des Phylaciens, il demande à réaliser une Herminie sous les armes de Clorinde. Si l'on se penche sur les motifs qui ont pu pousser le peintre à modifier son thème, il suffit en fait de rappeler les commentaires cités des Mémoires secrets pour le salon de 1777 et de 1779. Durameau ne reçoit pas de la part de la direction des sujets qui sont appropriés à sa manière de peindre. Alors, est-ce que c'est pour remédier à ces critiques que Pierre va accepter la modification ? Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, ce dernier, donc Pierre, soumet la requête de Durameau à Dangivillers qui va immédiatement approuver le changement. Non seulement, on l'a vu, Dangivillers estime encourager l'imagination de l'artiste, mais en plus, Dangivillers a tendance à favoriser Durameau, puisque depuis sa nomination, donc la première chose que Dangivillers fait lorsqu'il est nommé, c'est de commander à Durameau 4 tableaux qui ont comme sujet l'histoire de France et qui ne seront pas réalisés par Durameau. Pour le salon suivant, donc celui de 1785, la commande s'effectue de manière complètement différente des salons précédents. Il semblerait que Pierre finisse par adopter les initiatives que Dangivillers a entreprises avec Vien et Lagrené. Ainsi, il écrit à son supérieur, donc en février 1784, « Quant à la peinture, j'ai l'intention de demander à tous les artistes si quelques sujets ne les piquaient pas dans leur lecture. » Donc il va dans le sens de Dangivillers. En conséquence, la proposition faite au comte pour l'année de 1785 s'intitule « Différents sujets proposés par messieurs les artistes pouvant être exécutés au salon prochain de 1785 ». Donc désormais, les sujets ne sont plus déterminés à l'avance par Pierre ou Dangivillers, mais par les peintres qui doivent ensuite les faire valider par la direction. Donc il s'agit ici d'une véritable réforme dans le processus de commande des tableaux pour la galerie, et cette réforme surprend. En témoigne Pierre à Dangivillers. « Monsieur David m'est venu dire que la nouvelle de cette prétendue liberté était l'objet de toutes les conversations. » Donc le monsieur David dont il s'agit ici, c'est Jacques-Louis David, qui est donc un des jeunes peintres de l'Académie à ce moment-là.
Donc, nous avons vu les réticences de Pierre, qui est quelque peu convaincu que le talent s'exerce mieux quand le sujet est imposé. Dès lors, j'aimerais présenter quelques hypothèses concernant les causes qui ont pu pousser le premier peintre à revoir son jugement et à adopter celui du directeur général. Ensuite, je reviendrai plus précisément sur le processus de commande établi pour le salon de 1785, qui reflète le compromis trouvé par les deux hommes. Enfin, je parlerai du rôle qui est attribué au premier peintre et au directeur général une fois que les artistes sont libres de choisir leur sujet, mais aussi j'aborderai les contraintes qui continuent de peser sur les artistes qui travaillent pour la galerie. En 1784, Pierre écrit à Dangivillers à propos du choix des sujets que cette liberté avait toujours existé depuis que je m'en mêlais. Comme ce n'est pas exactement le cas, on peut se demander s'il ne cherche pas ici à répondre à un reproche que lui aurait adressé son supérieur. En l'absence d'une telle preuve, qui n'apparaît pas dans la correspondance entre les deux hommes ou dans les archives, j'aimerais revenir sur plusieurs facteurs qui ont pu inciter Pierre à s'accommoder de la volonté de Dangivillers. La première raison, peut-être une raison assez personnelle concernant Pierre, puisqu'il est lui-même en mauvaise santé. Il témoigne régulièrement d'être malade et il ne peut pas assister à toutes les séances de l'Académie en raison des maux dont il souffre. Ensuite, plusieurs commentaires vont à l'encontre de la théorie de Pierre, selon laquelle un sujet donné permet de développer le talent. Selon certains critiques, les thèmes imposés sont une véritable violation de la liberté des arts. Ainsi, les Mémoires secrètes, toujours, regrettent, donc ici il s'agit d'un commentaire pour le salon de 1779, que plusieurs causes concourent à rendre infructueux tous ces efforts pour faire éclore le génie et le développer. Des arguments donnés, des formes indiquées, un temps limité, sont autant d'entraves dans lesquelles il est circonscrit, qui le gênent, le resserrent et l'étouffent. De plus, le même critique encourage clairement le libre choix des sujets en faisant dans le même salon l'éloge des tableaux, dans les deux salons suivants, l'éloge des tableaux réalisés par Vien et Lagrenet, que je vous avais présenté un peu plus tôt, et dont les épisodes étaient choisis par les artistes. Et en effet, les Mémoires secrets vont souligner que, malgré l'âge avancé du directeur de l'Académie romaine, les tableaux de Vien sont de très bonne qualité, parce que les thèmes correspondent à sa manière de peindre. Alors Pierre tient-il compte de ces avis ? Lui témoigne qu'il a peur de l'anarchie, et en utilisant le terme d'anarchie, je reprends ses propres mots, dans laquelle il avait trouvé l'Académie lors de sa nomination en 1770. Alors comment peut-il s'assurer que les artistes n'abuseront pas de leurs nouvelles prérogatives ? L'autonomie dans le choix des sujets est possible en 1785, car les artistes connaissent la voie à suivre. Grâce aux commandes dirigées des premières années, donc de 1777 et 1779, le ton des œuvres de la Galerie du Louvre est donné. Par ailleurs, les thèmes méconnus peuvent être identifiés à l'aide des livrets vendus à l'entrée des salons. Enfin, et j'en viens à une troisième raison possible, il s'agit du fait que Pierre lui-même a bénéficié du libre choix des sujets dans sa jeunesse. En effet, en 1747, il participe au concours de peinture organisé par le directeur général d'alors, le Normand de Tournehem. Les 11 académiciens choisis pouvaient choisir librement leur sujet avec la certitude de voir leur toile intégrer les collections royales, à condition qu'elle soit réalisée dans le genre qu'ils préfèrent. Tous, sans exception, choisirent l'histoire. Pierre présenta d'abord un Renaud et Armide, qui est aujourd'hui perdu, et puis, au vu de l'insuccès de la toile, il va remplacer son Renaud et Armide par un Titon et l'Aurore que je vous montre ici. Ce deuxième tableau reçoit des critiques très favorables, et Pierre va immédiatement obtenir des commandes de la part des bâtiments avant d'être élu professeur l'année suivante. La carrière de Pierre, ayant ainsi décollé grâce à un sujet libre, il se peut qu'il se soit laissé convaincre de l'efficacité de ce principe. Enfin, on l'a vu, les artistes demandent dès 1778 quelques concessions sur les dimensions des tableaux ou sur les sujets. Aucun document ne permet de savoir quel poids ils ont pesé dans la réforme, mais ils ont peut-être insisté auprès de Pierre pour obtenir une plus grande flexibilité. Alors, entre Dangivillers, qui espère réchauffer l'imagination des artistes, et Pierre, qui prône plutôt les sujets donnés à l'avance, il semble qu'un compromis soit trouvé. Si désormais les artistes peuvent choisir leurs objets,
Pierre et d'Angivillers continuent de sélectionner les artistes à engager. En 1784, Pierre dresse une liste commentée des peintres ayant exposé au dernier salon, donc celui de 1783. Grâce à cette liste, on apprend que Calais mérite d'être employé, que l'on peut encore ennuyer M. Ménageot, que Brenet est un bon peintre, solide, mais aussi que M. Berthélemy peint comme un autre, ou encore que le Barbier est bien froid. À partir de ces indications, d'Angivillers désigne les peintres à employer. Ceux-ci ont ensuite le choix. Ils peuvent définir leur sujet eux-mêmes ou demander à Pierre d'en déterminer un pour eux. C'est ce dont témoigne une lettre du premier peintre au directeur général. Je leur offrirai donc de me donner les sujets qui leur agréeront. Je donnerai à ceux qui préfèrent d'en recevoir et j'aurai l'honneur de vous en adresser l'état. Les résultats de cet accord apparaissent dans la liste des différents sujets que je vous ai déjà montrés. Certains peintres n'ont qu'un seul thème indiqué et il est difficile de savoir dans ce cas s'ils n'ont proposé qu'un sujet ou s'il s'agit d'un sujet attribué par Pierre. J'aurais tendance à pencher pour la deuxième proposition. D'autres artistes ont sous leur nom plusieurs sujets inscrits, parmi lesquels un est validé. Il est noté comme bon en marge. Il s'agit dans ce cas des différents sujets suggérés par les artistes. Plusieurs d'entre eux, on va le voir, vont prendre des libertés, à commencer par Joseph-Marie Vien et tous ses protégés. Quelques-uns de ses protégés. La liste des différents sujets proposés affiche que Vien, donc c'est l'extrait que je vous montre en haut, prévoit de peindre une mort de Darius, peut-être pour faire pendant à la mort de la femme de Darius, qui est exposée par la Grenelle-Aînée cette même année. Mais finalement, le tableau qu'il expose et que je vous montre en dessous, montre un retour de Priam avec le corps d'Hector, donc il se situe dans la continuité des toiles inspirées de l'Iliade et achetées par d'Angivillers quelques années plus tôt. Parmi ses élèves, le cas le plus fameux est celui de Jacques-Louis David, qui propose un serment des Horaces et un Horace condamné à mort. C'est le deuxième sujet qui est noté comme bon dans la liste des sujets, mais l'artiste va réaliser finalement le premier sujet. Cet acte ne lui est pas reproché dans la correspondance connue, contrairement aux modifications qu'il apporte à la toile. En effet, il décide d'augmenter la taille de son tableau, passant de 10 pieds carrés à un format allongé de 13 pieds de long sur 10 de haut. Et aux remontrances de Pierre, David lui répond de prendre des ciseaux et de couper la toile par le bout qui lui conviendrait le plus. Le dernier élève insubordonné de Vien est Pierre Perron. Il propose deux sujets. Le jeune Ascagne tue à la chasse le cerf de Sylvie et Marc-Antoine après la mort de Jules César. C'est ce dernier qui est validé en marge. Or, il ne réalise aucun des deux thèmes puisqu'il expose un trait de vertu avec l'héroïsme de l'amour conjugal, aussi appelé la mort d'Alceste. L'absence de réaction de la part des bâtiments est éloquente et reflète parfaitement les privilèges accordés à l'atelier de Vien. Donc, Vien est surnommé par d'Angivillers le père de l'école actuelle. Et David et Perron, tous deux, savent qu'ils sont protégés par le directeur général. David entretenant depuis 1784 une correspondance directe avec d'Angivillers, ce qui est un cas unique puisque les artistes devaient systématiquement passer par le directeur de l'académie s'ils avaient une requête à faire au directeur général. Et Perron, on sait dans la correspondance de d'Angivillers qu'ils font de très grandes espérances sur Perron. Donc à partir du moment où les artistes peuvent proposer des sujets, les rôles de Pierre et de d'Angivillers va évoluer. Désormais, ils coordonnent les commandes et concilient artistes et critiques, dont les attentes, donc, on l'a vu, avec les mémoires secrets, sont particulièrement importantes pour les tableaux destinés à une galerie publique. Donc la première exigence de ces critiques concerne la variété des thèmes. Les critiques n'aiment pas la répétition de thèmes éculés. Dès lors, d'Angivillers et Pierre vont justement assurer la diversité des épisodes peints. Pour cela, ils vont imposer à plusieurs peintres de choisir des sujets illustrant des périodes historiques différentes. Donc on ne leur impose pas le sujet, on leur impose la période dans laquelle le sujet s'inscrit. Par exemple, Berthélemy doit puiser dans l'histoire nationale, alors que Vien, la Grenelle-Aînée, Perron et Regnault plutôt dans l'histoire ancienne. Pour le salon de 1787, d'Angivillers demande également aux artistes de trouver plusieurs sujets
attendu que cela me mettrait à portée de choisir moi-même et par là peut-être de mettre plus de variété dans les tableaux destinés à cette exposition. Ça, c'est la première consigne. Et la deuxième, c'est d'éviter les sujets froids. En effet, à force d'austérité, je reprends ici une critique cette fois de l'année littéraire, le salon ressemble à un hôpital. On voit de toutes parts que des lits, des morts et des mourants. Ainsi, quand le sujet proposé est trop sinistre, Dangévillé n'hésite pas à demander au peintre de trouver un autre sujet. Par exemple, lorsque Lagrené l'aîné lui soumet la fidélité du satrape de Darius, qui montre Alexandre traînant le satrape derrière son char, il lui dit préférer un sujet moins sévère et moins triste, car le public s'est plaint lors du dernier salon de ce que, par un hasard singulier, la plupart des peintres d'histoire avaient adopté des sujets noirs. Lagrené refuse de céder aux attentes du public et souligne que celui-ci n'est jamais satisfait. Pour ce qui est de la critique du public sur les sujets de trop haut tragique, comme elle n'est pas judiciable, vu qu'il ne nous a pas traités avec plus de ménagement, lorsque, pour lui plaire, nous nous sommes efforcés de lui présenter des sujets gracieux, je le laisserai gaiement sur mon compte souffler le froid et le chaud, et la critique soufflera largement le froid, puisque son tableau va être largement dénoncé, et la critique va en premier lieu reprocher à Lagrené de ne représenter aucune leçon morale, sinon la cruauté d'un roi. Mais les rôles de coordinateur et de médiateur restent encore très théoriques. Dans la pratique, les solutions sont rares. Selon Guillaume Ménageot, il est difficile de trouver un sujet simple, donc compréhensible par le public, neuf, qui n'a pas déjà été traité, susceptible d'intérêt pour les leçons de morale et d'expression pour l'artiste, où il n'y a pas de poignard, de sang ou de mort et qui offre en même temps de belles parties pour l'étude. On sait d'ailleurs que Dangévillé aime beaucoup voir des sujets représentant des femmes dénudées. Donc c'est très difficile à coordonner. Or, au moment où Ménageot va écrire ces lignes, il est directeur de l'Académie de France à Rome. Donc il a un statut relativement élevé et on peut imaginer les difficultés que représentent toutes ces contraintes résumées en quelques lignes qui pèsent également sur les artistes beaucoup moins expérimentés. Ces jeunes artistes, donc les jeunes académiciens et agréés, n'ont pas encore la maturité pour peindre des thèmes inexplorés et des compositions innovantes. Les Mémoires secrets assurent que les idées sont belles, mais qu'elles exigent une élévation de pensée dont les auteurs ne sont pas susceptibles. Si bien que toujours la même critique va leur reprocher d'avoir la manie de peindre et de traiter des sujets trop élevés pour leur pinceau. Donc pour conclure, j'espère avoir montré qu'un véritable renversement dans le processus de commande peint pour le roi, toujours entre guillemets, s'opère entre 1775 et la Révolution. Après avoir déterminé eux-mêmes les dimensions des tableaux à réaliser, les peintres d'histoire passent de sujets imposés à des sujets libres. Dès lors, les approches qui font des achats du comte d'Angévillé un programme cohérent et intransigeant doivent être nuancées car elles ne se fondent que sur les commandes de pierre pour les salons de 1777 et de 1779. Cette réforme est étroitement liée à la destination des œuvres. Les artistes ne peignent plus seulement pour décorer les maisons royales, mais pour le grand public, ce qui explique pourquoi les critiques émises deviennent centrales. Alors qu'elles dénoncent le système académique, celui-ci, donc le système académique, va chercher à s'adapter et à laisser une place plus grande aux artistes. Dès lors, les rôles sont redéfinis. La direction des bâtiments n'est plus un intermédiaire entre le roi et les artistes, mais entre les critiques et les artistes. Ce sont alors les critiques qui vont imposer aux peintres des contraintes qui sont difficilement conciliables. Le premier à le comprendre est, je crois, Dangévillé, qui est un homme qui, paradoxalement, ne pratique pas le dessin. En laissant plus de liberté aux artistes, il se présente comme le moteur du renouvellement artistique, face à un premier peintre qui est d'abord hésitant. Alors que l'on fait souvent du refus des contraintes une caractéristique de l'émancipation romantique des artistes, on voit que dans le cas présent, tout cet élan de libéralité vient de la direction des bâtiments elles-mêmes. En fait, on assiste autour de 1784 et 1785 à la naissance d'un nouveau phénomène. Au lieu d'imposer aux peintres d'histoire de représenter des grands sujets héroïques uniquement destinés au roi, on leur commande des œuvres génériques afin de les faire vivre, de les faire travailler. On voit ici le début de la distinction que Quatremer de Quincy radicalisera dans ses considérations en 1791 entre l'encouragement des arts
et l'encouragement des artistes. Je cite Quatremer, « Encourager les arts signifie leur fournir des sujets qui soient au niveau des grands efforts de l'invention et qui aient pour objet la recherche du beau idéal, c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement des sujets héroïques ou historiques. Encourager les artistes signifie leur procurer par des travaux les moyens de subsistance ou de fortune, ce qui peut se faire en leur fournissant indistinctement toutes sortes de genres d'ouvrages. » Je vous remercie de votre attention.